partir du moment où Joseph Kabila a décidé de prendre ses années sabbatiques et de ne pas se mettre en concurrence avec son successeur pour préserver la paix sociale, Félix Tshisekedi avait déjà gagné ces élections. Le seul acteur politique, le seul groupe politique qui aurait pu créer un débat politique au niveau du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est le camp de Joseph Kabila. Parce que, imaginez, Rachel Kititsa, aujourd'hui, on a eu, en avril 2023, une grande conférence de presse de Joseph Kabila qui annonce sa candidature à la présidentielle. Et qu'il présente, parce qu'ils en ont les moyens, également 15 000 candidats aux législatives. Et qu'ensuite on rentre dans le débat de la Cour constitutionnelle, a-t-il le droit d'être candidat ou pas? Vous voyez qu'on parle d'un autre Congo là. Très compliqué. Et peut-être on ne serait pas en paix aujourd'hui. Là, il y aurait eu débat. Mais là, il n'y a pas débat. Mais le président de la République avait un couloir devant lui. Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Il a 23 000 candidats. Martin Fayulu dit « je n'y vais pas ». Qu'est-ce qui justifie cet échec cuisant de l'opposition? Mais c'est des choix hasardeux. Vous avez notre cher aîné, Martin Fayulu. Il sort de l'élection de 2018 avec une auréole politique sur la tête. Un succès phénoménal durant le processus électoral. Pendant les 5 ans, a-t-il rassemblé l'opposition? Non. Il vient à une élection et c'est un homme seul. De l'autre côté, si vous prenez l'histoire de notre pays, vous avez le monument politique de l'histoire de notre pays. Dans l'opposition, c'est Étienne Tshisekedi. Du début à la fin, il a toujours, malgré sa stature, rassemblé. Il meurt comme président du rassemblement de l'opposition. La faute est à l'opposition. Vous avez le challenger, le deuxième, à l'élection présidentielle. Au début de la mandature, il est avec Fayulu, il refuse de continuer à être derrière Fayulu. Il devient un membre de l'Union sacrée. Il met des ministres au gouvernement. Une année, 7-8 mois avant les élections, il se retire. Donc tout ça ne laisse pas penser qu'il y a quelque chose d'un peu désordonné dans l'organisation de l'opposition et que tout était fait en réalité pour que le président de la République n'ait aucune difficulté. Ce qui est arrivé n'est pas du tout étonnant. Je vous ai donné le seul schéma qui aurait donné lieu à un véritable combat politique dans ce pays. Alors, à 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
Pour la 4e fois consécutive, les Congolais étaient appelés aux urnes. Le 20 décembre 2023, l'électorat congolais, plus de 17 millions des Congolais élisaient un nouveau président de la République, des députés nationaux, mais aussi des députés provinciaux. Le 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt confirmant la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Défis et perspectives pour les prochaines années pour ce nouveau quinquennat pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en RDC. On en parle, mesdames et messieurs, tout au long de cet entretien spécial avec Germain Kambinga, ancien membre du gouvernement. Et pour répondre aux questions des journalistes, il va donner donc la voix sur ce que son parti, le Centre, entend, comment juguler notamment la crise sécuritaire avec des rebondissements et des nouvelles personnalités qui rejoignent le camp des rebelles en République démocratique du Congo. Germain Kambinga répondra aux questions des journalistes congolais qui sont avec moi sur ce plateau. Dan Zing de Congo Buzz Télévision, Jean-Pierre Kayembe, journaliste que vous connaissez, et John Kabemba de PSTV. Ensemble, nous allons donc parler des questions d'actualité, des questions de l'heure, et certainement que notre invité répondra aux questions que vous vous posez à la maison et à vos différentes préoccupations. Monsieur Germain Kambinga, bonsoir. Bonsoir, Rachel Kitita. La dernière fois qu'on a fait une émission, c'était il y a plus de 10 ans. C'était à Tropicana TV, si je me trompe bien. Oui. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, processus électoral terminé. Vous-même, on va commencer par... vous êtes porté candidat aux dernières élections législatives. Résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, quelles sont ou quelle est la leçon principale que vous tirez de ces élections, notamment en ce qui concerne d'abord les législatives nationales? Écoutez, d'abord, il n'y a pas de surprise. Moi, je vois beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux et un peu partout. Joseph Kabila a décidé, lui et sa famille politique, de ne pas être partie prenante. Martin Fayoulou, qui a été les 5 dernières années le principal opposant à travers des points de vue assez contradictoires, s'est retrouvé isolé dans cette élection sans une machine et des candidats. Les chiffres et ces mathématiques ne nous laissaient pas beaucoup de surprises sur les résultats de ces élections de toute façon. Avec l'essentiel des candidats qui étaient issus de l'Union sacrée, le combat était plus un combat fratricide qu'avec d'autres. Il ne faut pas oublier qu'en règle générale, depuis 2006, c'est le camp de Joseph Kabila qui amenait le plus grand nombre de candidats. Aujourd'hui, c'est le camp de l'Union sacrée. Sur la centaine de milliers de candidats, il n'y a pas moins de 90% de ces candidats issus d'un camp, c'est mathématique. Il n'y a pas débat. Les résultats qui sont présentés, au moins du point de vue du nombre et de la constitution de la majorité, ne devraient pas étonner ou offusquer qui que ce soit. Vous étiez ici à Kinshasa. Combien d'affiches avez-vous vues de candidats sans la photo du président de la République? En réalité, c'est une élection qui s'est jouée en faveur du camp du pouvoir du fait de nombreuses contradictions inhérentes à la mauvaise structuration de notre opposition politique. Et ce n'est pas a posteriori qu'il faut porter la critique. Nous pensons qu'il faut avancer. Les élections sont derrière nous. Ceux qui se sentent lésés ont le loisir, comme s'agissant d'élections présidentielles, de se rapprocher des juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, s'agissant des élections législatives. Mais ne jamais oublier que le contentieux électoral est un contentieux objectif. Ça veut dire que les juges ont pour mission de vérifier, d'une part, la régularité du processus. Donc il faut pouvoir prouver
qu'il y a eu des irrégularités enfreignant la loi et la Constitution dans l'organisation de ce processus. Ensuite, c'est beaucoup plus subtil, l'intime conviction des juges est rencontrée lorsqu'ils arrivent à évaluer l'impact de ces irrégularités sur la sincérité des résultats. Et c'est généralement là que se trouve le problème. Vous prenez l'élection présidentielle, nous avons un candidat qui a eu 0,00%. Il vient contester un candidat qui a plus de 73%. La question que le juge se pose, a-t-il les preuves? Est-ce que lorsque vous avez 0,0, ce n'est pas mathématiquement et en termes de translation la preuve que vous n'avez pas une implantation nationale suffisamment importante pour avoir en votre possession des éléments objectifs de contestation? Parce que c'est bien là la clé. Comment prouver que les résultats présentés ont été entachés significativement par les irrégularités que vous semblez dénoncer? Contentieux objectif. Et je pense que le résultat, disons l'arrêt de la Cour, ne laissait l'ombre d'aucun doute. Objectivement, le candidat qui contestait le président de la République n'avait pas les éléments de preuve pour rencontrer l'assentiment des juges. L'élection, le contentieux électoral, retenez-le, est ce qu'on appelle techniquement un contentieux objectif. S'agissait-il des bonnes élections, des élections chaotiques ou des élections très bien organisées? Écoutez, chacun a son baromètre. En 2006, on a eu une guerre, une deuxième, une troisième, à Kinshasa, à la suite du processus électoral. Nous avons eu des candidats comme Azarias Rouberois et Matousila qui avaient demandé l'annulation. En 2011, nous avons eu une fin de campagne meurtrière. La campagne ne s'est pas terminée parce que les derniers jours, il y avait tellement de tensions qu'on a suspendu la campagne. Nous avons eu une publication lacunaire des résultats parce que sur les 100% des suffrages exprimés, la CENI de l'époque n'a publié que 50% des résultats. On a encore en tête les images de tous les bulletins de vote sous la pluie à la Fikine. Le centre Carter, d'ailleurs, à l'époque, demandait l'annulation des élections de 2011. En 2018, introduction de la machine à voter, des soupçons sur la capacité de l'opposition à vérifier techniquement la neutralité de ces machines s'est posée. On a déclaré Félix Tshisekedi vainqueur de cette élection. L'opposant principal s'est érigé en président élu pendant 5 ans, considérant, comme ils ont voulu le faire croire, que la victoire n'était pas dans le camp qui a été proclamé. Aujourd'hui, nous avons une élection avec un président de la République qui gagne et une opposition qui crie à la triche, des élections législatives avec des images impressionnantes, chacun son baromètre. Mon point de vue, c'est que nous avons un processus électoral qui structurellement a des limites depuis 2006. Nous n'avons pas fait mieux, mais nous n'avons pas fait moins bien. Tous nos processus sont conflictogènes. La réalité, et c'est ça le courage politique qui doit nous permettre de nous projeter, c'est devons-nous continuer avec cette façon d'organiser nos élections? Est-ce que le régime opérationnel de Sun City n'a pas vécu, n'a pas failli? Est-ce qu'il ne faut pas être dans une projection qui doit nous permettre, en 2028, de ne pas faire les erreurs de 2006, répétées en 2011, en 2018 et aujourd'hui en 2023? Nous jouons à chaque fois avec le feu, nous nous rapprochons du précipice et nous continuons à nous plaindre. Vous savez ce que disait Einstein, que la folie, c'est répéter les mêmes choses et penser obtenir des résultats différents. Nos élections sont à l'image de nos lacunes. Nous avons toujours privilégié le mouvement plutôt que la perfection. Nous le faisons encore une fois. Mais arrêtons-nous un moment et disons-nous qu'il est temps de reformer. Il faut reformer la CENI, il faut reformer le processus électoral, il faut se poser les bonnes questions. 20 ans, c'est suffisant pour constater qu'un régime, un système politique a atteint ses limites et qu'il a un besoin de renouvellement. Le système politique congolais a besoin de faire sa mue.
Le régime de Sun City, je le répète, est fini. Il faut ouvrir une nouvelle ère et avoir le courage de le faire. Avant de passer la parole à Jean-Pierre Caillembé, une petite question avant la publication des résultats pour les législatives nationales. La CENI avait annulé les scrutins de 82 candidats, dont certains poids lourds, que l'on reconnaît bien. S'agissait-il là de la régularisation du processus ou d'une manière d'écarter certaines personnalités de la course électorale? Ben non, moi je pense qu'il y a eu des images tout à fait inquiétantes. Cette fois-ci, avec le développement des smartphones, les gens avaient peut-être un tout petit peu sous-estimé cette réalité. Et la CENI, pour la première fois, a pris le courage, parce que les irrégularités, moi je suis quelqu'un d'honnête, elles ne sont pas nouvelles. S'il y avait des smartphones en 2006, en 2011, on aurait peut-être eu des images aussi spectaculaires. Mais aujourd'hui, pour la première fois, et ça, il faut savoir féliciter le maçon lorsque le mur respecte les angles. Pour la première fois, la Commission électorale nationale indépendante a eu le courage et a manifesté cette volonté de mettre en lumière et de dénoncer toutes ces indélicatesses. Maintenant, il y a la présomption d'innocence, les recours existent, la justice est là et nous aurons le fin mot de cette histoire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que sur le point de vue de l'image, il était essentiel et le peuple a réagi positivement à cela. Maintenant, il paraît qu'il y en a d'autres, je ne sais pas s'il n'est pas un tout petit peu trop tard, mais toujours est-il qu'il y a eu un mouvement positif de la CENI, et il faut pouvoir le féliciter. Jean-Pierre Caillembé. Bonjour, monsieur Germain. Vous êtes finalement mon intervieweur régulier. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Pourquoi nous décrions tous ce qui s'est passé, le début de la fraude et tout ça? Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire qu'entre 2006 et 2018, en 2023, on a eu les pires élections de l'histoire? Mais c'est une question d'échelle et d'évaluation. Moi, je suis un acteur politique qui a été au cœur de tous les processus électoraux, pas comme spectateur, comme acteur. Moi, je ne sais pas si je dois considérer que les centaines de morts que moi j'ai vues à Kinshasa en 2006, du fait des irrégularités constatées à l'époque, si les morts que j'ai vus de mes yeux et qui sont tombés devant moi, parce que j'étais à Canalkin et j'étais à la résidence en face du cimetière, à chaque fois que ça a tiré, si vous me demandez à moi de dire que ça, c'était pas grave, et que c'était des choses à considérer comme anecdotiques. Moi, je ne suis pas un commentateur politique, je suis un acteur politique. Donc quand je dis, j'étais avec des faits, je dis, il y a eu une guerre. C'était grave alors, ce qui s'est passé en 2006. Je dis qu'en 2011, le Centre Carter, qui aujourd'hui dit et encourage la poursuite du processus, avait demandé l'annulation. Et je vous invite, si mon honnêteté intellectuelle est remise en cause, à taper sur Google. Mettez élection 2006 fraude, élection 2011 fraude 2018 et voyez les articles. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le problème, il est structurel, comme je le dis. Je n'encourage pas, je dénonce. Mais je n'ai pas besoin de rentrer dans une logique ordinale pour respecter le point de vue d'une opposition qui est obligée de se cacher derrière des arguments capillotractés, ça veut dire tirés par les cheveux, pour se donner un discours. On ne fait pas du surpasse, mais on fait une marche à reculons. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et je propose la réforme. Je dis, il faut sortir du régime de Sun City. Je dis, le problème, il est là. On vous prendrait aujourd'hui, Jean-Pierre Caillembé, on ferait de vous le président de la CENI. Les mêmes tares structurelles rattraperont votre image et rattraperont le processus que vous aurez organisé. On doit tenir compte de l'hydrographie, de la géographie et de la démographie. On doit tenir compte de la réalité politique et de la technicité. Les réformes doivent se faire pour que nos élections ne soient plus le lieu de la mise en danger de la cohésion et de la stabilité de notre pays. Nous pouvons le faire. Et l'opérateur qui entre en scène, c'est la Cour constitutionnelle. Pour vous féliciter qu'il ait dégoûté Théodore Ngoï parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'a recueilli que 0, quelques pourcentage de voix. Mais ceux qui ont boycotté ce processus électoral
Le problème, c'était autour des nominations des magistrats, des membres de la Cour, où l'on estimait que le président en fonction essayait d'assurer ses arrières pour la présidentielle. Elle est excellente cette question. Elle nous permet de parler de notre pays. Le président de la République, la Cour constitutionnelle. Notre pays est régi par des lois et des règles. Je vous ai parlé du régime de Sun City. C'est comme ça que fonctionne ce pays. Ce système politique a été mis en place en réalité pour affaiblir le chef de l'État. C'est la constitution des belligérants. Beaucoup de contre-pouvoirs et tout ce qui était juridiquement possible pour que le président de la République ne puisse pas se transformer en une espèce de petit monarque républicain débordant à chaque fois ses prérogatives. S'agissant de la Cour constitutionnelle, on a décidé que sa composition, Jean-Pierre Kayembe, serait de 3 venant du président de la République, 3 du Parlement, 3 de l'ordre judiciaire. Autrement dit, quelle que soit la mécanique politique que vous pourriez utiliser, quelles que soient les critiques que vous pourrez omettre, il n'y a aucune autre façon pour l'opposition ou pour ceux qui contestent le chef de l'État de s'immiscer pratiquement, au terme de notre texte aujourd'hui, dans la composition de la Cour constitutionnelle. Théoriquement, oui. Pratiquement aussi, même si aujourd'hui on faisait de la magie, encore remonter le temps. Allez, Félix Tshisekedi dit, vous avez raison le FCC, on va refaire la Cour constitutionnelle en respectant nos lois. Il pourrait le refaire 100 fois. La configuration serait toujours la même. Il aurait toujours le droit, parce que ce sont ses prérogatives constitutionnelles, de mettre 3 juges. Le Parlement ou lui, président de la République, a une majorité confortable au Sénat et à l'Assemblée nationale, ça veut dire union sacrée, aurait toujours le droit d'en mettre 3. L'ordre judiciaire, considéré indépendant, en mettrait 3. Donc, c'est ça. En pratique, la Cour, peu importe l'origine des membres qui la composent, elle est à la solde du président en fonction. Elle n'est pas à la solde. Il y a ce qu'on appelle, dans le terme, dans les us et coutumes de ce type de nomination, ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. On ne peut faire autrement que comme ça. C'est comme ça que ça se passe en France, notamment. Vous le savez, aux États-Unis, c'est un tout petit peu différent, mais c'est toujours un point de départ et un point d'arrivée. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il y a eu des dérives au XVIIIe, au XIXe siècle, avec l'instauration de ce qu'on appelait la République des juges. Les politiques ont constaté que les juges ne sont pas élus et sont nommés, mais s'arroger des pouvoirs excessifs. Alors qu'en réalité, le jugement doit émaner du peuple, la légitimité émanant du peuple, il fallait équilibrer les choses. Donc, c'est un faux problème. La question de la Cour constitutionnelle, en l'état actuel de nos textes, quelle que soit la configuration, le président de la République aurait toujours son quota de 3, le Parlement, majoritairement proche du président de la République, ce sont les textes, aurait toujours les 3. Maintenant, il ne faut pas insulter la probité et l'intelligence de nos hauts magistrats, qui sont des hommes, qui sont des parents, qui sont des Congolais, et qui ont l'expérience pour faire leur travail. On vous mettrait à cette fonction de président de la Cour constitutionnelle, vous serez dans les mêmes conditions que eux et vous n'aurez qu'à dire la vérité. Et cette réalité, elle est la même pour la Commission électorale nationale indépendante. Pour avoir des membres, il faut avoir des gens à l'Assemblée nationale. Donc la majorité, si proportionnellement elle est plus importante, elle aura toujours plus de membres. Le président de la Commission électorale nationale indépendante sera toujours issu des confessions religieuses. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des faux problèmes qui ont été posés. Toujours continuer à tirer les ficelles. Même maintenant. Vous voulez changer? Je vais donner l'orientation. Il faut sortir du régime de Sun City. Allez, mais c'est impératif le changement de la Constitution. On ne peut pas faire autrement pour les 5 prochaines années. Il faut absolument changer cette Constitution. Quelles sont les dispositions qui dérangent aujourd'hui? Mais écoutez, d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une Constitution des belligérants. Cette Constitution est conflictogène, avec des
Dispositions qui interrogent en permanence les certitudes des juristes eux-mêmes. Et elle a fini de faire son travail. Nous étions dans un pays dont l'espace était éclaté, dont les institutions étaient déliquescentes. Le président Joseph Kabila et les acteurs politiques de l'époque ont réussi à rassembler le pays, à mettre en place un ordre institutionnel et constitutionnel qui a fait son travail. Nous sommes passés à l'alternance et nous constatons que ce régime a atteint ses limites. On changerait quoi? La double nationalité. La suggère non. Pour la présidentielle, passer au suffrage indirect. Moi, ça ne me choque pas du tout. Allez sur Google, mettez 4ème République, tribune de Germain Kambinga. Moi, je l'ai dit en 2017. Et je pense que Rachel était invitée, elle a peut-être oublié. Nous avons fait une conférence sur le sujet. Je l'ai dit en 2017. Ça ne marche plus. Le même député qui va encore non, pas du tout. Non, pas du tout. Le président de la République. Mais c'est ce que Germain Kambinga. Non, pas du tout. Dans ce pays, en 1960. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le problème de 1960, ce n'est pas le mode de scrutin. Le problème de 1960, c'est la jeunesse de notre État et la faiblesse de notre système politique. Moi, j'ai dit ceci en 2017 très rapidement. J'ai dit qu'il faut passer à la 4ème République. Je dis que le financement de la CENI doit être un impératif constitutionnel qui remet en cause le mandat du gouvernement devant l'Assemblée chaque année. Ça veut dire on a 5, 6, 7 ans de mandature. Chaque année, la quotité électorale doit être versée à la CENI. Ce n'est pas versé, le gouvernement tombe. C'est pour éviter les retards dans le processus électoral. J'ai dit l'élection présidentielle doit se faire sous le modèle sud-africain ou angolais. Le président de la majorité parlementaire est de facto président de la République. Il n'y a aucune élection, c'est automatique. Donc il n'y a pas de possibilité de corruption. Je dis qu'il faut accélérer le processus de décentralisation, tout en tenant compte du fait que le pouvoir déconcentré et le pouvoir décentralisé doivent trouver un juste équilibre pour qu'il n'y ait pas de déstabilisation des espaces régionaux. Quand on change, voilà. On a zéro facile, quand on pas zéro, où il aura épuisé ses 2 balles et s'en va. Mais ça, c'est sa responsabilité en tant que chef de l'État. Moi, vous savez, moi, je vais vous choquer. Et moi, vous savez, les Congolais, on n'a pas de mémoire. Et on aime penser que les gens changent ce qu'ils ont toujours dit. Vous prenez mes interventions depuis plus de 10 ans. S'agissant de cette question de la durée des mandats, j'ai toujours le même point de vue. À l'époque de Kabila, je le disais déjà et je le redis aujourd'hui. 5 ans, c'est trop court. 7 ans, c'est le minimum et il faut laisser le temps au processus de développement de s'implémenter. Le développement, vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on a d'un côté un système politique qui organise la société et qui est saucissonné en des mandats politiques très courts, 2 ans de chamaillerie, 1 année de travail, 2 ans de processus préélectoraux. On travaille quand? Il perd, celui qui arrive a une autre vision. Tout ce qui a été fait est abandonné. Il n'y a aucune nation qui s'est développée comme ça. Non, il ne faut pas supprimer la limitation. Je n'ai pas dit cela. Il ne faut pas travestir mes propos. Je dis qu'il faut trouver un système politique qui permette de se rapprocher un peu plus des cycles qu'on appelle en économie des cycles de Kondratiev. Ça veut dire des cycles de long terme, qui ait une lisibilité entre les actions de développement qui sont posées et leur aboutissement. Et ce n'est pas possible si on a des cycles politiques qui sont trop courts. Parce que à chaque acteur qui arrive, il y a une vision qui est différente. Joseph Kabila est un homme qui était porté sur une certaine orientation de la gestion de la République. Vous avez Félix Tshisekedi qui a une propension beaucoup plus sociale, par exemple. Gratuité de l'enseignement, gratuité de la santé et autres. Si vous arrêtez ça tout de suite, vous aurez peut-être un autre président de la République qui, lui, sera plus dans l'entrepreneuriat, qui sera plus dans autre chose. Il faut laisser aux différents processus le temps de se terminer. Moi, je pense... Ailleurs, la tendance, c'est plutôt à la baisse, à la réduction. Où ça? Où? Quel est ce pays? Le Sénégal est passé de 7 à 5 ans. Oui, le Sénégal est passé de 7 à 5 ans et on vous a dit que les résultats qu'ils obtiennent sont en rapport avec la diminution. Ce sont des considérations cosmétiques. Non, je vous pose une question. C'est très bien de prendre le cas du Sénégal.
Lorsque vous suivez le discours de M. Macky Sall, il a fait 12 ans au pouvoir, n'est-ce pas? 12 ans, c'est ce que j'appelle un cycle long. On dit la même chose. Il a fait 12 ans. C'est un cycle long. Ça veut dire que vous avez le temps de commencer un projet, d'implémenter un système, d'opérer des réformes structurelles, d'éviter la gouvernance du fait accompli et de faire aboutir cela. C'est ça. Non, mais c'est ça la réalité. Alors, il ne faut pas toujours à un moment qu'on fasse le choix, Rachel Kitita, entre le pourquoi on fait de la politique, le pourquoi on met en place des institutions. Est-ce qu'on met des institutions en place pour des considérations cosmétiques et l'imitation de ce qui se fait ailleurs, ou est-ce qu'on met en place des institutions et un système politique pour répondre à nos besoins de développement? Alors, vous parlez de modification, certains parlent carrément de changement, réécrire une nouvelle constitution, ainsi l'adapter aux impératifs de l'heure. Est-ce que c'est le cas pour vous, avant de passer à Dan Zang de Congo-Belge? Mais moi, je vous ai donné mon point de vue. Changement ou réécrire complètement? Bon, ça, ce sont des considérations cosmétiques et sémantiques. Ce qui est important, c'est qu'il faut passer à la 4e République. Il faut prendre le courage des réformes, prendre tout ce qui n'a pas marché, garder ce qui a marché. Il faut avoir le courage de modifier et de dynamiser ce qui n'a pas marché et changer ce qui doit l'être. C'est une question de courage politique. Je vous pose une question, et nos téléspectateurs nous regardent. En l'état actuel du fonctionnement constitutionnel de nos institutions et de notre pays, est-ce que nous allons nous développer dans les mois, dans les années qui viennent? C'est à vous de reprendre. Moi, je dis non. On a un système politique qui n'est pas adapté, une constitution qui n'est pas adaptée à nos objectifs de développement. C'est un choix à faire. La démocratie désordonnée qui est la nôtre, vous venez de parler des élections, 100 000 candidats. Des gens qui ne savent pas aligner 2 phrases qui viennent envahir, au lieu de se former, au lieu d'être utile à la société. Parce que la politique est le seul secteur où on a des salaires confortables. Chaque législature, on perd en niveau. Ça ne marche pas. Si l'objectif de l'organisation de notre société, c'est développer notre pays, on doit prendre le courage, comme les Coréens, comme les Japonais, comme les Singapouriens, comme les Taïwanais, comme les Chinois, d'adapter notre organisation politique à nos objectifs de développement. On va évoluer. Vous avez la parole. À chaque cycle électoral, c'est toujours la même rhétorique. Il y a des élus, il y a un élu, mais c'est toujours des contestations. Tel n'a pas élu, tel n'a pas été élu, tel a été élu. Il faut annuler les élections, c'est des simulacres d'élections. Il faut revenir à la case départ. C'est quoi la solution définitive? On doit continuer dans ce schéma. La CENI organise l'élection, on a des contestations. Qu'est-ce qu'il faut? Mais vous dites exactement la même chose que moi. Et c'est le constat que nous posons. Devons-nous continuer à faire semblant de ne pas voir la réalité? Ça ne marche pas, ça ne marche plus. On a des intelligences. Elles doivent s'asseoir, réfléchir, en tenant compte des leçons du passé et voir comment projeter notre pays. Le Congo, mon cher Dan Zang, c'est l'Arabie Saoudite de demain. Toutes les richesses dont l'humanité a besoin pour se construire par rapport aux choix stratégiques qui ont été opérés, révolution technologique, révolution écologique et j'en passe, toutes les richesses qui conditionnent le développement du monde de demain se retrouvent en quantité immense dans ce pays. Soit le Congo se reforme, se met au diapason de l'universalité, soit le Congo disparaîtra. C'est ça la vérité. N'écoutez pas vos politiciens, n'écoutez pas tous ces braillards, les gouailles bonimenteurs qui viennent faire des leçons de démocratie alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est la démocratie. La preuve, la plupart sont présidents de leur parti depuis 10, 20, 30 ans, mais ils veulent donner des leçons. Moi, je pose une seule question à cette nation. Est-ce que notre organisation politique, quelle que soit la volonté d'un individu, peut nous amener dans les 10 ans sur le sentier vertueux du développement? Nous savons que non. On a besoin d'une constitution, on a besoin d'une organisation qui met la compétence,
et l'obligation de résultat en avant. On a besoin de textes qui obligent la nation à avancer avec contrainte. Je vous ai dit, comme Taïwan, comme Singapour, comme la Chine, comme toutes les nations qui décollent. Mais tant qu'on va considérer dans ce pays que le débat cosmétique de la politique politicienne est celui qui doit supplanter le débat du développement, tant qu'on va considérer que le haute-toit que je m'y mette est la solution, tant qu'on va considérer que nous devons tous être des députés pour avoir 21 000 $, tant qu'on va considérer que les mines du Katanga doivent ad vitam aeternam être la mamelle nourricière de la RDC sans penser à la diversification, on aura planté et nourri les germes des conflits électoraux inutiles que nous avons. Je vous pose une question tout de suite, messieurs les journalistes. Nous venons de dépenser 2 milliards de $, dans ce processus électoral. 2 milliards de $. Je parle ici des 1,1 million à peu près du processus et de tout ce que tous les candidats ont dépassé par ailleurs. Donc cette nation pauvre et sous-développée, qui a encore des problèmes d'infrastructure routière, des problèmes d'énergie, des problèmes d'éducation, des problèmes de santé, s'est offert le luxe de dépenser 2 milliards de $. Et pour quel résultat? Pour que l'opposition continue à brailler et à revendiquer une victoire que tout le monde sait n'était pas la leur, pour que des députés proclamés par la CENI soient tous traités de tricheurs, pour que la société se retrouve totalement coupée en deux. D'une part, une majorité qui semble se satisfaire du statu quo, et de l'autre part, une minorité de plus en plus radicalisée et qui renforce même des rébellions comme celle ouverte par l'Alliance du fleuve Congo, qui vient accompagner et donner de la force à ce projet de balkanisation de notre pays. Nous devons à un moment donné nous poser la question de savoir, est-ce que ce pays fait les bons choix stratégiques pour son développement? Moi, je pense qu'il y a une réflexion de fond qu'il faut avoir. Et si vous voulez aller dans le fond des choses, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des tabous. Je le dis, en tant que Congolais, citoyen de ce pays, la constitution de notre pays n'est plus efficace. Elle a rempli son rôle. Avec cette classe politique congolaise qui est habituée au vagabondage politique. Aujourd'hui, il soutient tel président, demain, il le soutient un autre. Du matin au soir, il change de conviction. Est-ce que la classe politique ne fait-elle pas partie du problème réel du Congo? La dynamique politique ne pose strictement aucun problème si pour autant il y a les structures qui permettent de faire le travail pour que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Comprenons-nous bien. Les dynamiques politiques congolaises sont des choix qu'à un moment donné les Congolais devront assumer. Joseph Kabila n'a-t-il pas travaillé avec Félix Tshisekedi? Moïse Katumbi n'était-il pas avec Félix Tshisekedi? N'était-il pas avec Fayoulou? Jean-Pierre Bemba n'a-t-il pas travaillé avec Mobutu? N'a-t-il pas travaillé avec Kabila? Ne s'est-il pas opposé à Kabila? N'était-il pas mal? Non, laissez-moi terminer. Il n'y a aucun mal là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens sont dans des débats périphériques. Nous sommes une nation qui n'a pas assez de compétences encore pour embrasser l'ensemble de la problématique Congo. Nous ne pouvons pas nous permettre, si nous avons vraiment le souci de développement, des économies de compétences. On a combien de neurochirurgiens? Aujourd'hui, alors, on aurait un neurochirurgien proche de Kabila, il n'aurait pas le droit d'avoir un marché d'ouverture parce qu'il est dans l'opposition. On a combien de techniciens de haut niveau, traders et d'ingénierie financière de pointe qui peuvent créer un actif financier, arrimer le Congo au marché international, Libor et autres. On en a combien? Ça veut dire qu'en réalité, le problème que vous posez est un problème périphérique. Je vous ai dit, la dynamique politique congolaise n'est pas un problème à l'efficacité de l'action. Ce qui est un problème, c'est l'organisation des textes institutionnels qui ne sont pas mis en place pour permettre que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut pour que les compétences et les performances remplacent les récompenses. C'est ça le problème que nous avons. Si vous arrivez à résoudre ça, le marché des compétences politiques peut rester ouvert, ça ne posera aucun problème. D'abord, notre Constitution impose à tout président de la République de faire des coalitions. On ne peut pas faire autrement. Un parti ne peut pas avoir de majorité. Ce sont nos textes. Ensuite, le texte régissant le fonctionnement des partis politiques fait en sorte qu'on a des gourous qui se disent démocrates et qui font 30 ans à la tête de leur parti sans possibilité d'émergence. Un jeune talentueux comme Dan Zhang rentrerait dans un parti,
il n'aurait aucune possibilité, comme Obama, comme Sarkozy, contre Chirac, de prendre la tête du parti et de devenir candidat président. Quel résultat, M. Jamel? Ce sont des problèmes. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quels sont les réalité? résultats que nous avons, malgré tout ce que vous défendez? Non, moi je ne défends pas, j'analyse. J'analyse, donc je fais le rapport entre l'antécédent et le conséquent. J'essaye d'apporter de la lumière. J'ai dit, moi j'ai repris le débat politique parce que j'étais en jachère, j'ai laissé la terre en jachère à un moment, parce qu'il faut arrêter de faire prospérer la bêtise. Comment s'organisent les partis politiques au Congo? Ce que vous appelez le crossover, en Occident, ça existe. Et pourtant, ce sont des bastions idéologiques. Chez nous, les bastions idéologiques n'existent pas. Le découpage territorial est un découpage sociologique et culturel. Le MLC, c'est un parti qui a dès le départ un ancrage socioculturel dans l'Équateur. L'UDPS, culturellement et historiquement, a un ancrage dans le Kasaï. Et ensuite, il étend. L'UNC, c'est un ancrage dans les Kivu. Et c'est comme ça depuis toujours. C'est notre définition. Parce que nous sommes un pays immense, parce que nous avons plusieurs cultures, parce que c'est comme ça que s'organise notre histoire et notre sociologie. Aux États-Unis, en France, c'est totalement différent. Les bastions sont idéologiques. On sait que le sud de la France, Nice, est généralement de droite. On sait que le nord de la France est généralement de gauche. En Belgique, on sait que le Hainaut, on sait que Mons, c'est généralement socialiste. On sait qu'une commune comme celle d'Uccle est toujours de la droite. Voilà comment les choses se découpent. Donc ne faites pas de confusion. Le rassemblement permanent, les séparations et les réconciliations reposent sur les impératifs sociologiques et culturels de notre pays. À tel point qu'une majorité parlementaire change en cours de législature. Notre constitution le permet. Absolument. Parce que nous sommes dans un régime d'assemblée. Je vous ai dit, c'est ça le problème. Il n'y a rien d'illégal. Proscription du mandat impératif, impossibilité à un seul groupe politique d'avoir la majorité. Résultat, il n'y a rien dans nos textes qui fige les majorités. C'est pour ça qu'il y a des cas qui sont possibles, où on a un président de la République et une autre majorité qui se constitue, et on crée ce qu'on appelle une cohabitation, et vice-versa. Je sais que Jean-Pierre Kayembe voudra intervenir sur le sujet des changements de majorité. Non, le débat ici, la il faut faire la distinction. Vous êtes sur le plan éthique, moi je suis sur le plan de la réelle politique. Donc c'est deux sujets différents. Ici, c'est on va où, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on corrige pour amener notre pays au développement. Et les sujets qui doivent être abordés sont des sujets de fond, pas des sujets liés à des individus et à leurs choix circonstanciels. Est-ce que c'est pour parer à tout ça que cette fois on a voulu s'arroger une victoire écrasante? L'Union sacrée pourrait avoir jusqu'à 450 députés à elle toute seule. L'UDPS, c'est parti mosaïque, en accumule plus de 200. On a voulu bien assurer les arrières. Comme ça, on ferait passer des projets, soit des modifications, des changements des constitutions, sans casse, c'est ça. Mais même avec 250 débutants, si on a une volonté politique de changement, on le fait. C'est mathématique, je l'ai dit à Mme Rachel Kititsa dès le départ. Vous ne pouvez pas amorcer avec défiance un processus électoral, vous retenir, les autres y aller, la catastrophe n'a pas lieu, et ensuite vous étonner. Quelle est cette machine politique qui ne s'organise pas pour gagner? On est dans une société qui combat l'ambition, qui voudrait que les gens qui ont de l'ambition soient gênés. Alors, c'est la société où on ne doit rien faire, on ne doit rien projeter. On attend de plus en plus les gens dire, mais Kabila avait raison de ne pas s'y engager, parce que, voilà, Katumbi n'a eu que 17-18%, mais il avait combien de candidats? Les autres partis de l'opposition n'ont pas atteint le seuil. Je vous pose la question, Katumbi avait combien de candidats? Tshisekedi avait combien de candidats derrière lui? Il y a plus de 23 000 candidats députés nationaux qui étaient derrière Félix Tshisekedi sur les 25 000. Comment voudriez-vous avoir un autre résultat? Lorsque Joseph Kabila crée le FCC, revenons à l'histoire pour vous montrer que c'est tout à fait mathématique. Sur le nombre de candidats présentés par le FCC en 2018, l'opposition avait la portion congrue, très peu de candidats de l'opposition. Résultat, 350 élus du FCC en 2018.
Vous imaginez un Parlement où il n'y aura qu'une Assemblée nationale, il n'y aura qu'une dizaine d'élus de l'opposition. Vous imaginez à quel point le débat sera déséquilibré. Je suis d'accord avec vous, mais le reproche ne doit pas être fait à ceux qui se sont organisés avec ambition pour gagner. Le reproche doit être fait à ceux qui ont douté du processus et qui n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Qu'est-ce que vous vouliez que la majorité au pouvoir fasse? Ils ont gagné, on dit « Ah non, vous avez gagné, mais on a trop gagné, on donne à ceux qui ont perdu ». Ce serait juste selon vous? Ça ne renforce pas le doute sur la crédibilité des résultats. Non, pour ceux qui sont sincères et honnêtes, c'est mathématique. Je veux vous donner un point de vue tout à fait complexe, peut-être à comprendre pour les esprits étriqués. À partir du moment où Joseph Kabila a décidé de prendre ses années sabbatiques et de ne pas se mettre en concurrence avec son successeur pour préserver la paix sociale, Félix Tshisekedi avait déjà gagné ces élections. Le seul acteur politique, le seul groupe politique qui aurait pu créer un débat politique au niveau du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est le camp de Joseph Kabila. Parce que, imaginez, Rachel Kititsa, aujourd'hui, on est eu, en avril 2023, une grande conférence de presse de Joseph Kabila qui annonce sa candidature à la présidentielle. Et qu'il présente, parce qu'ils en ont les moyens, également 15 000 candidats aux législatives. Et qu'ensuite on rentre dans le débat de la Cour constitutionnelle, a-t-il le droit d'être candidat ou pas? Vous voyez qu'on parle d'un autre Congo, là. Très compliqué, et peut-être on ne serait pas en paix aujourd'hui. Là, il y aurait eu débat. Mais là, il n'y a pas débat. Mais le président de la République avait un couloir devant lui. Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Il a 23 000 candidats. Martin Fayulu dit « je n'y vais pas ». Qu'est-ce qui justifie cet échec puissant de l'opposition? Mais c'est des choix hasardeux. Vous avez notre cher aîné, Martin Fayulu. Il sort de l'élection de 2018 avec une auréole politique sur la tête. Un succès phénoménal durant le processus électoral. Pendant les 5 ans, a-t-il rassemblé l'opposition? Non. Il vient à une élection et c'est un homme seul. De l'autre côté, si vous prenez l'histoire de notre pays, vous avez le monument politique de l'histoire de notre pays. Dans l'opposition, c'est Étienne Tshisekedi. Du début à la fin, il a toujours, malgré sa stature, rassemblé. Il meurt comme président du rassemblement de l'opposition. La faute est à l'opposition. Vous avez le challenger, le deuxième, à l'élection présidentielle. Au début de la mandature, il est avec Fayulu, il refuse de continuer à être derrière Fayulu. Il devient un membre de l'Union sacrée. Il met des ministres au gouvernement. Une année, 7-8 mois avant les élections, il se retire. Donc tout ça ne laisse pas penser qu'il y a quelque chose d'un peu désordonné dans l'organisation de l'opposition et que tout était fait en réalité pour que le président de la République n'ait aucune difficulté. Ce qui est arrivé n'est pas du tout étonnant. Je vous ai donné le seul schéma qui aurait donné lieu à un véritable combat politique dans ce pays. Alors, sur ce même ordre, élection terminée, résultats publiés, présidentielle confirmée par la Cour constitutionnelle, on va dire des réactions qui arrivent, des pays qui saluent la victoire de Félix Tshisekedi, mais qui invitent les acteurs politiques à se mettre ensemble, à dialoguer, la France le dit explicitement, pour recréer, retrouver la cohésion nationale. Les États-Unis le disent également qu'il faut renforcer la cohésion nationale. Est-ce que quand on appelle à ce dialogue, après des résultats d'une élection organisée, comme vous le dites, déjà que le vainqueur était connu d'avance, selon vos explications, par rapport à tout ce qui entourait l'organisation de ces élections, est-ce qu'un dialogue... Par rapport à tout ce qui entourait l'organisation de l'opposition. Exactement. Pas les élections. Exactement. Est-ce qu'un dialogue a son sens d'être?
aujourd'hui? Non, on n'a pas besoin d'un dialogue en République démocratique du Congo. Ce serait superfétatoire. Le président de la République a fait ce qu'il avait déjà à faire, ça veut dire il a tendu la main. Son discours du 31 décembre, sur le perron de son QG de campagne, après sa proclamation, c'est de dire « Nous avons des opinions différentes, mais je vous tends la main pour que, rassemblés, on puisse faire avancer notre pays. » Mais ça va se matérialiser comment? Le président de la République définira les modalités, mais il ne faudra jamais oublier que cet homme a eu 73% des voix, une large majorité, et qu'à chaque fois qu'il se déplace dans la ville, il est accueilli comme une rockstar. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Donc, ça veut dire qu'il a l'onction et la légitimité. Donc, vous n'allez pas embrigader la légitimité du peuple ou subordonner la légitimité du peuple aux ambitions des acteurs politiques. Il tend la main, parce que notre pays est en guerre, parce que le peuple a lancé un message de rassemblement en enjambant tous les différents clivages sociaux, culturels et provinciaux pour dire « il est Moulouba, il est du centre, je suis du nord, je suis de l'est, mais mon pays est en guerre, je me mets derrière mon commandant suprême pour défendre notre territoire ». Et il a donc cette majorité, mais il tend la main à cette minorité parce qu'il perçoit ce message du rassemblement que le peuple congolais veut. Et c'est à l'opposition de répondre à cette main tendue. Les modalités de mise en œuvre de cette main tendue dépendront entièrement du président de la République qui a la légitimité populaire. Des années 60 à ce jour, jamais un acteur politique n'a eu un tel niveau de légitimité. Ce qui veut dire de l'autre côté de très grandes responsabilités pour des réformes, pour des changements qui doivent rencontrer les aspirations du peuple. En réalité, c'est très lourd ce que le président de la République porte. L'avenir ne doit plus être une menace, mais doit devenir une espérance. Donc, on va évoluer, pardon Zach, on va évoluer. Non, on va évoluer. On va vous laisser 20 minutes avec M. Kambinga. Pour vous, vers la fin, les Lingala, vous aurez vos 20 minutes à vous spécialement pour terminer avec lui. Alors, évoluons maintenant. On va parler maintenant des défis, puisqu'on a parlé élections, les grands défis qui attendent le prochain gouvernement, qui attend le prochain Parlement. D'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le président de la République a certainement une bonne équipe. On ne peut pas faire les résultats électoraux qu'il a fait et rassembler comme il a rassemblé l'ensemble du pays si on a une mauvaise équipe. Il faut dynamiser ce qui a à changer, conserver et améliorer ce qui doit l'être. Il faut gouverner tous azimuts avec une forte volonté. Je l'ai déjà dit dans certaines émissions, le président de la République a une stratégie de gouvernance et de mise en œuvre des politiques publiques qu'on appelle techniquement le Big Push. C'est une théorie économique émise par Rosenstein Roland dans les années 40. L'idée, c'est de prendre des piliers, de mettre des investissements massifs et dans un esprit de cohérence pour entraîner vers le haut les pays en sous-développement. Et c'est ce qu'il a intuitivement pu faire déjà avec la gratuité de l'enseignement et les incursions faites sur les questions de santé et les infrastructures avec le projet des 145 territoires. Moi, je pense très rapidement qu'il faut passer à 6 piliers renforcés. On a un budget qui haussira de... Il a d'ailleurs parlé des 6 engagements. Programme de campagne électorale. Voilà, le budget de la République démocratique du Congo 16 milliards. Va osciller en fourchette basse, 13 milliards, fourchette haute, 16, 20 milliards peut-être, si on travaille bien. Ça veut dire qu'on peut définir 6 piliers. Le premier pilier, c'est la sécurité, parce que c'est pour ça qu'il a été élu. Rétablir la sécurité, la dignité et l'intégrité territoriale. Le deuxième pilier, il faut poursuivre avec l'enseignement, l'éducation, les réformes, la formation professionnelle. Le troisième pilier, c'est la santé. Finaliser le projet, le mettre sur les rails, santé universelle, construction d'infrastructures sanitaires. Le troisième pilier, c'est l'énergie. Pour moi, c'est l'énergie. Quatrième pilier, c'est l'énergie, disais-je donc. Cinquième pilier, ce sont les infrastructures et les transports. Et le sixième pilier, pour moi, c'est l'agriculture. La même méthode. Social là-dedans? Tout ce qui est santé, éducation, c'est le social. Et si vous avez une agriculture prospère, c'est le prix des denrées alimentaires, c'est le panier de la ménagère. Si le président de la République
fait pour tous ces différents piliers, applique la même méthode qu'il a appliquée pour imposer la gratuité de l'enseignement. J'étais au gouvernement. Quand il lance ce projet, personne n'y croit. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les moyens opérationnels. Il dit, on va le faire. Et finalement, ça a été fait. Le Big Push. S'il fait ça pour la sécurité, s'il fait ça pour l'énergie, s'il fait ça pour l'agriculture, les infrastructures, la santé, en 2028, on a un autre Congo. À côté de cela, rapidement, toujours dans les perspectives, je vais aller rapidement, je pense qu'il faut faire en sorte que le gouvernement de la République travaille sur ce qu'on appelle la crédibilité budgétaire. Je veux dire, si vous mobilisez 70% du budget, faites en sorte que chaque secteur gouvernemental ait ses 70% d'exécution budgétaire dans le cadre de la reddition des comptes. Ce sera une révolution extraordinaire qui permettra au ministre de la formation professionnelle, au ministre de la recherche scientifique, au ministre du développement rural de faire des réalisations à la base qui permettront, si vous voulez, le maillage territorial du processus de développement. Donc, ensuite, très rapidement, les contrats de performance pour les secrétaires généraux, pour les directeurs d'administration, pour les chefs d'entreprise et pour les ministres, avec possibilité de sanctions positives ou négatives semestriellement. Voilà un peu les petites évolutions que je pourrais suggérer. C'est là où nous avons une question qui dérange le pays. Ça fait plusieurs années, presque 30 ans, que nous sommes en insécurité dans la partie de la RDC. Plusieurs présidents se sont succédés sans solution. Qu'est-ce qui sera l'élément déclencheur selon vous? Les réformes vont suffire pour que la partie Est, principalement, soit pacifiée? Ça sera ma dernière question. Déjà, ce qu'il faut comprendre, et c'est très bien de le rappeler, c'est que la guerre, ce n'est pas comme à la récréation, hein, quand on jouait aux cow-boys ou aux Indiens. Début de la récréation, on fait de la récréation et les gens rentrent en classe. La guerre, c'est sérieux. C'est très sérieux. Les Américains ont fait combien de temps en Afghanistan, en Irak? La France en Indochine, combien de temps? La guerre mondiale, combien de temps? Les Américains au Vietnam, combien de temps? Les guerres, on sait quand elles commencent, on ne sait jamais quand elles se terminent. Notre guerre, elle est particulière parce qu'elle a deux dimensions. Elle a une dimension asymétrique, parce qu'il y a des groupes rebelles qui sont dans des forêts et qui viennent créer l'insécurité. Elle a une dimension conventionnelle avec, si vous voulez, les groupes rebelles comme le M23 et les nouvelles alliances qu'ils constituent. Donc c'est une question sérieuse. Que fait le président de la République? Félix Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, il fait exactement ce qu'il a à faire, contrairement au Haïri. La première chose, quand vous arrivez, vous faites un état de lieu. Vous trouvez une situation. Qu'est-ce qui se passe? Il a un tableau de bord. Il trouve un accord. C'est pour ça qu'il y a le mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Il y a un accord. Il essaye de comprendre cet accord. Quand on dit il a reçu le M23 ici, il a ressuscité, moi je trouve ça un peu amusant. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire prospérer la bêtise. Il trouve un accord. On lui dit, dans cet accord, le M23, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Il doit s'imprégner de la situation. C'est ce qu'il fait. Ensuite, la première étape, quand il y a ce type de situation, c'est une étape diplomatique. On dit, il a appelé Kagame mon frère. Mais mon frère, ce n'est pas frère au sens amical. C'est l'appellation protocolaire africaine des homologues. Et ce n'est pas européen, mais c'est africain. On dit mon frère. Macky Sall appelle Félix Tshisekedi mon frère. Ali Bongo, à l'époque, aujourd'hui Oligui, appellerait Félix Tshisekedi mon frère. C'est de la diplomatie. C'est pour dire, je vais au fond des choses. Je vous présente l'alternative à tout ce qui nous a séparés. La bonne foi. Mais dans le même temps, on lance un message, on fait l'état d'urgence pour dire ce ne sera plus comme avant. Dans ces provinces, je mets des militaires. On pousse la bonne foi jusqu'au niveau où, lorsque il n'y a plus de raison de se cacher, on dit, Monsieur Kagame, c'est vous le responsable. On amènera la guerre chez vous si vous continuez. On fait passer le budget de 300-350 millions à 1 milliard. On met une loi de programmation budgétaire pour renforcer notre armée. On achète du matériel militaire de haute technologie.
on signe des alliances et des accords. Tout ce qui a été fait répond à une seule logique, c'est renforcer l'effort de guerre, même si on n'a pas encore fini la guerre. Et ça, le peuple l'a compris, qu'il y a un discours, une diplomatie, une offensive militaire qui permet que la population continue de périr. Et que les militaires congolais continuent de mourir pour que cela s'arrête. Voilà ce que voit la population. La population ne voit pas un État qui a abdiqué, mais un État qui se bat. Parce qu'une guerre, c'est sérieux. Oui, les populations meurent, oui, les militaires meurent. Parce que ces militaires se battent pour qu'il n'y ait plus de morts. Et ça, la population l'a compris. Alors, voilà la vérité. La récompense électorale du chef de l'État, c'est pour l'effort de guerre. La guerre n'est pas finie, mais ils sentent qu'il y a un effort pour que cette guerre se finisse. Et que nous gagnions et que nous sécurisions notre pays. Presque... On va épuiser notre temps puisqu'il y a la partie de John Kabamba. Alors, Kabamba, pardon. Petite question, courte réponse. Vous êtes pour la réduction du train de vie des institutions? Je suis pour l'augmentation par une véritable ingénierie financière des capacités de notre État. Parce que les solutions à la Bretton Woods n'ont pas fait prospérer les nations. Ça, c'est des méthodes liées aux stratégies de ceux qui font des stages dans les institutions de Bretton Woods. On a John Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, a statué là-dessus. Ça ne développe pas un pays. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des députés bien payés, mais d'avoir aussi des médecins et des enseignants bien payés. Très bien. Réduction de la taille du gouvernement, s'il vous plaît. Réduction de la taille du gouvernement. Chaque pays a sa spécificité. C'est encore des débats de confort intellectuel dans les salons avec du champagne. On peut avoir 50, 60, 80 ministres si ils ont un travail précis et des résultats quantifiables précis. Parce que Tobeta Kilisolo, il y a taille gouvernement et ainsi de suite. Parce que motuna na kutuna yo olimwaki après gouvernement ilunga kamba olimwaki obandaki kubona susu te l'opinion bato bakomi tuna aki wapi akomoni ozongi okomi kosala susu makelele ndeko Germain Kambinga à la cité les gens se posent des questions ceux qui azongi boseka komi loka poste nde motuna na kutuna yo koza loka poste. Ok, ndeko Jean-Pierre Kayembe tokomi na mwa lingala. Question na weza na motuya parce que Yayambo na limwate na sala ba conférence de presse ebele na sala ba tribune ebele peut-être que ba émission nazari ko sala lisusu mingi te campagne eleki chef de l'État zalaki na équipe de campagne na ye il faut pas qu'on embrouille message tokomi na période oyo soki nazo sala pe moi ba émission c'est pas que nazali koloba te nazali koloba tamso nazali koyoka te période yo toujours loba parce que oui c'est vrai on voyage il y a pas de problème mais toza koloba lelo non pas parce que tozali koloba te toza koloba parce que lorsque ce qui est nécessaire il faut koloba parce que ce qui mboko eza ya biso toza na mboka mususu te soki tolobi biso nyonso toloba te lokuta ekokota mwa ebele politique soki akomi koloba boye zela olobi est-ce que oza koluka poste est-ce que oza koluka musala c'est ça la question. Oui. Deux choses d'abord na lopoto balobaka sur le principe boye bisaba congolais te que koluka musala eza mabe mobali musala na koluka musala parce que soki to salim ke baté na mboka o ndenge zokende ba message ya mabe ekokota kaka na ba jeu wana to ndenge zo tous les on dirait koluka musala eza mabe musala ya mobali eza koluka musala et justement zela eloko ya liboso yango wana ya mibale question na eza pena obako benga ambition ezaneti kozala na question eza dire est-ce que kozala na ambition eza mabe to malamu non mobali faut azala na ambition soki oza mobali to mwasi oza na ambition te
c'est koya na mokili balobani alinga na pona ko accompagner batou. Voilà les deux premières considérations. Mosala eza malamu, koluka mosala eza malamu, kozala na ambition, les loza 1, le 2,5, 6, 7, 8, 9, 10 eza malamu. Voilà la considération générale. Au banda ki la caméra moko, Jean-Pierre Kayembe au commis la studio, c'est l'ambition. Naïbisi, maman Rachel, tout ça la émission en 2000, je sais pas, 9 ou quoi. Oh, il y a commis les lots. Régie, ma chaîne, journaliste et Yambo. Et pas Bassi, et ça Rachel qui dit ça, et ça ambition. Donc il ne faut pas poser la question, mais que Koluka Moussala, qu'on a l'ambition, et ça mabé. Maintenant, tu es ici parti, et on a répondre à la question. Mais avant de comprendre la réponse, il faut que nous yeba. Moussala, il y a l'état, na niveau où il y a Ezali Yanga, Bazwakango, Ndenge Nini. Autant le gouvernement, Maman Rachel, Ndeko John, ma entreprise, tout bon, il y a ma kelele, ou bas balika la TV, bas dans la poste. T'as le gouvernement, t'as la société à l'État. Il y en a combien? Et l'ingi koloba que, koleka na TV, tende moutepe sa ka poste. Pour batou, oyo, et belé, ou bas dans la poste à gouvernement, ou bas dans la PDG, balika la bango na TVT. Pour avoir des fonctions d'État, Banzele Zalaka mi balé à peu près. Il y a les bosso et ça obabengaka poids politique. Ça veut dire bokena maponami ndeko ndeti bandeko bemba bakulutu bemba ndeko kulutu hein papa bahati ba arocha poids politique na mesa. Mais neti poids politique ya yambo. Et Zalaka Obe, président de la République, pas bien de poids politique, non? Mais poids politique, il y a Yambo, il y a Nani. Et là, il y a le chef de l'État. Yépé, à côté de la nécessité, la utilité, à côté de la paix. Voilà comment on obtient les postes. Parti Moko, il y a récompense politique. Parti Moussous, il y a compétence. Motonetinga. Vous avez ça l'appel du pied? Zela, motonetinga. Talanga malamu suki tilokolo na bandi politique lelo Tshisekedi Kabila Bemba bato nyonso dans la politique est-ce que bayebi Germain Kambinga te na koleka na TV po Tshisekedi ayebanga ozomona nga elenge moko bandi politique azosakana. Mais moi j'ai travaillé 2 ans avec le président Félix Tshisekedi, 60 conseils des ministres. Vous croyez vraiment que si Tshisekedi a besoin de Germain Kambinga, il doit me voir à la télévision? Mais il ne faut pas que les gens se trompent de sport. Peut-être que moi je fais un autre sport et que les gens pensent que j'en fais un autre. Parce que je vois quelques énergumènes qui passent là, qui s'égousillent dans les médias parlant de Germain Kambinga. Mais à mon niveau politique, je n'ai pas besoin de passer à la télé pour être connu du chef de l'État ou pour être regardé par un président de la République. Parce que j'ai un parcours qui fait que on sait ce que je peux, on sait ce que je ne peux pas. Donc, passer la Constitution pour vous faire remarquer. Non, je n'ai pas besoin de me faire remarquer, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est les niveaux qui ont besoin de se faire remarquer. Moi, mon combat, j'ai la quarantaine, je suis jeune, en bonne santé, grâce à Dieu. Un peu d'intelligence et surtout une forte expérience acquise au service de l'État. Vous voudriez que pendant que mon pays passe un moment difficile, que je me taise et que je ne contribue pas, alors que si il y en a qui doivent contribuer, c'est précisément des gens comme nous. Moi, à mon âge, et par le parcours d'expérience qui est le mien, je devrais arrêter de faire la promotion de mon projet, le centre, pour que demain, dans 10, dans 20 ans, ce soit aussi une grande structure, une grande philosophie politique en République démocratique du Congo. Ça voudrait dire que je manque d'ambition. Mon ambition, c'est que le centre, dans un combat ardu qui est le combat de la destinée, prenne toute sa place dans l'espace politique congolais dans les années à venir.
Je ne passe pas à la télé parce que je veux me faire remarquer, parce que j'ai déjà été remarqué. J'ai déjà été remarqué depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau. Qui va découvrir Germain Kambinga aujourd'hui? Que ceux qui ont besoin de publicité le fassent pour la publicité, mais qu'ils sachent et qu'ils regardent le gouvernement, qu'ils regardent les entreprises. Il y a très peu de gens, que ce soit au gouvernement ou dans les entreprises, qui sont le résultat des médias. C'est le résultat de la compétence. C'est le résultat des arrangements politiques. Choisissez le chemin des arrangements politiques. Si vous n'avez que ça à offrir, ou choisissez le chemin de la compétence et construisez votre destinée. Voilà la réponse que je vous donne. Je vous ai expliqué dès le départ, c'est quoi l'ambition, c'est quoi la valeur travail, c'est quoi la méthodologie de constitution et d'élévation dans la société politique, et je vous ai expliqué ce que moi je cherche, et retenez-le, c'est l'affirmation d'une opinion forte, centriste, dans le débat politique congolais, la construction de mon projet, à tâtons, difficilement, mais je suis un homme de conviction et d'abnégation. Quand je tiens un objectif, j'essaye de l'atteindre. Mon objectif, c'est que dans les 10-15 ans, le mouvement centriste prenne toute sa place dans l'espace politique congolais. Voilà. Peut-être pas la possibilité ça, Makamba Bitumba, Alliance du fleuve Congo. Tant que le Rwandais va encercler Bissou. Les Konanga qui sont en IM23, les Rwandais qui sont en Centrafrique, en Brazzaville, les observateurs avertis disent qu'autant des pays amis ont félicité le Congo pour les élections qu'on a faites, autant ils doivent faire pression diplomatique pour que Bitumba et ça les matés pas battre pour embraser la région. Lélo, message de Yoko de la Konanga, na Masisi Sikazali, na ba Congolais Bazali, Kolandela de près, les Cambos et la sécurité. Bah, écoutez, nous, Kolobaka, que Congo est dans le cannabis, Tokoki, que vous avez moins de difficultés entre Bissou, ils en ont une famille. Mais pour tout le linge sale se lave en famille. Ça veut dire, moi, au Fungoli, moi, les doussous, aux Obenga Banguna, bah, eux, bazan un projet, ya ko kata Congo, pa eux, bazwa, mosolo, oeza, na mabele nango, po na bomengo, ya bangu, na bamboka na bango. Et aux kanisa que yo, ndengo za banoza makasi, soki bango bakoti, ya ko kanga bango. Toneka déjà expérience, wana non, ya ba aide wana, Mouze Kabila, autaka na ba Rwanda esuka randeni. Toyebi denge makambo wana esukaka. Et même abiso na moi ba difficulté mususu toza na ngopelelo. Alors, ba leçon, il y a ba erreur, il y a des passés, et c'est ngélité tozongela yango. Et c'est ngélité tozongela yango. Eza idée à ma bé makasi. Et Congolais n'y se fois télé maladie Kambouana. Vote autorité kolika awa élection. Et puis c'est ce message. Ba Congolais ba lingi soki mokete. Koyoka ke mboka na bango ba étranger wana ba longa ba zwa mboka na biso. Moi je ne peux jamais être dans le camp qui n'est pas celui de la patrie. Mais si à Kinshasa, un journaliste a annoncé qu'un groupe d'opposants chercherait à mettre la ville à feu et à sang, le 16, 17 et 18, évidemment avant la prestation. Bon, vous savez, moi, mes informations, j'essaye de les prendre à la source. J'évite les débats de sensationnels qui sont fondés sur la recherche de buzz. Il y a des institutions, à mon niveau, mes informations, je les prends auprès des institutions habilitées. Je n'ai pas eu une quelconque information, que ce soit du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui est un ami, ou de qui que ce soit, de Patrick Mouyaya, qui est aussi un ami, avec des gens avec qui j'échange. Je n'ai pas ce type d'informations sur l'imminence d'une telle menace, donc je ne vais pas commenter. Bien. Alors, merci beaucoup, Germain Kambinga, président du Centre, d'avoir répondu aux questions des journalistes sur des sujets d'actualité. Je vais dire merci à John Kabamba de PSTV, merci à Jean-Pierre Kaembe et à Dan Zank, à vous aussi, peut-être en 20 secondes. C'est 20 secondes. Mais c'est très court. Comment vous voyez l'avenir de la République démocratique du Congo, les 5 prochaines années?
moi, je vous ai donné ce que je pense qu'il doit être fait pour que les choses puissent aller encore mieux. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Des investissements massifs, selon la méthode habituelle du chef de l'État, sur 6 piliers. Éducation, santé, agriculture, énergie, infrastructure et avant tout, la sécurité. Un fonctionnement harmonieux des institutions de la République et notamment du gouvernement et les contrats de performance. Le résultat doit être la priorité. Et je pense que le président de la République a les coudées franches. Jamais, depuis 1960, un chef d'État n'a eu autant la possibilité de changer les choses. 73%, 73% de suffrage, il peut tout faire, tout reformer, le peuple sera derrière lui. Merci et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur nos plateformes des réseaux sociaux, mais également sur nos médias respectifs. On vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité et le même plaisir.